Bonjour à tous. Dans la continuité de notre série de vidéos concernant la gestion de la pandémie liée au coronavirus, nous vous partageons aujourd'hui l'analyse d'une autorité administrative en la personne de M. Alain Bauer, ancien patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Professeur en criminologie dans les villes de New York et Shanghai, il fut également conseiller du président de la République, M. Nicolas Sarkozy. Dans cette vidéo, il nous rappelle l'histoire en matière de lutte contre les épidémies et pointe certaines négligences de l'État dans cette situation, pourtant déjà vécue de manière quasi similaire dans le passé. L'absence de conscience ou la négligence de ces expériences serait selon lui la cause du défaut de maîtrise de cette crise qui nous mène aujourd'hui à un ensemble de mesures restrictives. Je vous laisse découvrir son analyse qui, selon lui, toujours pourrait permettre à la justice de déterminer la responsabilité pénale de certaines autorités d'État dans ce dossier qui, malheureusement, est encore loin de nous permettre un retour à une vie classique. Je vous rappelle également que nos équipes avaient réalisé un documentaire pointant la responsabilité pénale de l'État face à cette crise sanitaire, dont vous trouverez le lien en description. N'hésitez pas à nous partager vos avis, que ce soit dans les commentaires ou en message privé. Et nous remercions toutes celles et ceux d'entre vous qui l'ont déjà fait dans les vidéos précédentes. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Alain Bauer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers à New York et à Shanghai. Comment vivre au temps du coronavirus? Ouvrage écrit avec Roger Dachèze. Voilà, et vous nous dites un manuel pour comprendre et résister. Ouvrage tout à fait particulier parce qu'en fait c'est une thèse. Parce qu'il y a des annexes comme dans une thèse de doctorat. Il y a quasiment, je ne sais pas, peut-être 200 pages d'annexes, non? À peu près? Pas loin? Il y a tout ce qu'il faut pour qu'une commission d'enquête fasse vraiment son travail. Ouais. C'est-à-dire un processus qui remet les choses en perspective. Est-ce la première pandémie que nous ayons rencontrée? Non. Est-ce qu'on en avait déjà eu? Oui. Est-ce qu'on y avait déjà réfléchi? Oui. Est-ce qu'on avait déjà trouvé des moyens de répondre aux problématiques de gestion d'une pandémie? Oui. Comment ça s'était passé? Est-ce qu'on avait étudié les choses? Est-ce que des experts, des parlementaires, des membres du gouvernement avaient fait leur travail? À la surprise générale, oui. Est-ce que tout ceci a bien fonctionné? Oui. Jusqu'à quand? 2011. Qu'avons-nous fait entre 2011 et aujourd'hui? Nous avons patiemment et avec détermination liquidé un dispositif remarquable de gestion, d'anticipation et de résolution des pandémies pour nous trouver totalement dépourvus quand la bise fut venue. C'est l'année La Fontaine, il faut en profiter. Absolument extraordinaire. Effectivement, on retrouve tout. Hein. Enfin, et finalement, c'est un ouvrage qui est... Voilà, vous êtes anti-amnésie. Je devrais presque le formuler comme ça. Sûr. On n'est pas dans un monde d'hypermnésie, on est dans un monde d'amnésie totale. Et là, la première phrase de mon cours, où que je sois dans le monde, c'est en matière criminelle ou terroriste, et donc désormais sanitaire, ce qui semble nouveau, c'est d'abord ce qu'on a oublié. Car nous sommes tellement addictés à l'instantanéité de tout, du SMS, du mini-message, de l'alerte, du truc qu'on vient d'envoyer et qu'on n'aurait pas dû envoyer, qu'on essaye de rattraper, de celui qu'on attend désespérément parce qu'il prouve qu'on est toujours vivant. Autrement, si ça vibre pas, ça sonne pas, c'est peut-être qu'on est mort. Donc de l'addiction à l'instant, la perte de perspective fait qu'on a l'impression que tout est nouveau et qu'on est en train de redécouvrir le fil à couper le beurre. Nous avons une répétition générale de la pandémie. Ça s'appelle la grippe espagnole, dite espagnole d'ailleurs, parce qu'elle vient du Kansas. Elle ne s'appelle espagnole que parce que c'est le seul pays qui n'a pas censuré les informations sur cette pandémie entre 1918 et 1921. Elle a duré 3 ans. Elle a eu 4, 5, 6, 7, 8, 10 vagues. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et tout ce qui s'est produit depuis la découverte de la pandémie, c'est déjà produit il y a 100 ans. Pareil. Le refus du masque, le masque ne sert à rien, on se demande à quoi ça sert, c'est pas grave, ça va passer, c'est une petite grippette, mon Dieu au secours, c'est la fin du monde.
Alors, effectivement, cette pandémie, en 18-21, elle a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale, dans l'indifférence générale. Mais depuis 1921, il y a des dizaines, des centaines d'ouvrages sur la grippe espagnole. On a vu tous ceux qui avaient choisi Saint-Louis ou Philadelphie, le contrôle ou pas contrôle, le stop and go, le pic ou les mini-pics, les vrais et faux plateaux. On a des thèses, des documents, des livres, des exemples. Et même, car il faut le souligner, une étude qui avait été faite en 2003 après les attentats, confiée au professeur Raoult, sur le bioterrorisme qui explique comment on doit gérer une pandémie. Oui. Et dans lequel il explique tout. Des rapports parlementaires précis, détaillés, volontaires, des membres du gouvernement, remarquables dans leur détermination contre leur propre administration. Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot, un président de la République qui dit « vaut mieux gérer les pandémies que de subir les pandémies ». Nicolas Sarkozy, bref. Et puis on n'a pas de peau. On n'a pas de peau parce que la crise du H1N1, elle n'a pas lieu. Voilà, tout est prêt, mais la pandémie n'arrive pas. C'est le grand traumatisme. Et, oui. Et donc, nous décidons unilatéralement que puisqu'elle n'est pas arrivée cette fois-ci, elle n'arrivera plus jamais. Et donc, on prend l'outil qui a été créé, les Prusses, on prend les stocks de masques, on prend les stocks de tout, de médicaments, de bonbonnes, d'oxygène, l'organisation qui a été mise en place, et on la détruit. Systématiquement. Et on découvre à cette occasion, et c'est vraiment une surprise, 3 catégories de médecins qui se détestent. Alors déjà, dans le système académique, les divas ne se fréquentent que peu et disent beaucoup de mal les unes des autres. Mais dans le système médical, je dois le dire, nous ne sommes que des amateurs. Les vrais professionnels sont là. D'abord, vous avez les médecins Dr House. Ça, il vous sauve dans n'importe quelle condition, avec des bouts de fil de fer, des stylos. Alors ça, c'est Panoramix, c'est le docteur Raoult. Lui, il dit, je vais vous sauver, je prends n'importe quel moyen, n'importe quel médicament. Ça va marcher, ça va pas marcher, mais moi, au moins, je suis sur le terrain et je vais essayer de vous sauver. C'est le médecin du front, c'est le médecin de la guerre du Vietnam. Voilà, il est là, c'est mâche. Vous avez le médecin gestionnaire. Lui, il a une grille Excel. Il n'a pas votre indicateur de température ou de battement du cœur. Lui, il a le résultat final de la gestion. Et lui, il a embauché beaucoup de reporting et beaucoup moins d'infirmières parce que ce qu'il doit, c'est rendre des comptes. Et donc, il rend des comptes. C'est son métier. On lui a demandé d'être là pour ça. Il le fait. Il a tout autant son diplôme de médecine. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu un malade. Et puis, vous avez le médecin-chercheur. Le médecin-chercheur voit le temps long. Il est en train de chercher la solution en respectant tous les protocoles possibles et imaginables, parce qu'on lui a imposé ces protocoles, parce qu'on lui a dit que c'était comme ça et pas autrement, et qu'il fallait respecter le protocole. Et donc, il va vous sauver. 15 ou 20 ans après votre mort, vous aurez la solution au problème. Et puis, vous avez les hurluberlus, les mavericks, les gens qui ne sont contrôlés par personne, ceux qui ont des idées, qui vont... Ils sont tous européens, tous. Ils n'ont jamais été soutenus par leurs administrations, ils n'ont jamais été financés ni en France ni ailleurs. Ils partent aux États-Unis, qui eux n'ont que peu d'esprit inventif, mais alors une capacité au business tout à fait remarquable. Et ils inventent l'ARN messager, les startups, etc., qui sont la pure production intellectuelle, notamment énormément de jeunes Français, mais pas de financement, par des institutions tellement lourdes et tellement compliquées qu'elles mettent un temps infini à comprendre ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que, bah oui, avant, on a eu Pasteur avec les souches virales, et ben maintenant, on est passé à autre chose. C'est pas la manipulation génétique à l'intérieur de la cellule, mais autour de la cellule. Bref, c'est une histoire de glaive et de bouclier, comme il y en a depuis qu'on a inventé la polémologie, rien de nouveau sous le soleil. Et donc, c'est ça qui est terrifiant, c'est que cet ouvrage-là, il raconte, sans prendre de point de vue, moi j'ai un point de vue très critique sur l'incompétence, l'inconsistance, le bêtisier pour l'éternité des membres du gouvernement qui expliquent que le masque ne servait à rien. Je veux dire, chaque fois que je le vois, je rigole encore. C'est comme Paf le chien. C'est une blague tellement éculée. Mais on a une sorte de réaction mécanique maintenant. On dit, quand même, comment peut-on raconter autant de conneries avec un air aussi déterminé? Alors quand on est porte-parole du gouvernement, on dit c'est pas grave, c'est un peu dans la fonction. Quand on a été ministre de la Santé, je parle pour Mme Buzyn, c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais fondamentalement, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que tout était écrit, qu'il suffisait d'aller rechercher un ouvrage sur 1918 pour avoir le détail exact de comment ça s'est passé, comment les gens ont réagi, comment on s'en est, alors pas sorti à l'époque, parce qu'on a attendu que ça se termine par épuisement du stock. D'ailleurs, comment il y a eu beaucoup de morts, mais en fait, par rapport à la population, pas tant que cela. Voilà. Et là, on a une chance formidable. On a des vaccins, dont des ARN messagers qui vont servir pour tout le reste.
Et en fait, on n'en tire aucun profit puisque nous avons toujours la même communication qu'en 1918, avec par contre une médecine de 2020 et, il faut le dire, des enseignants médecins addictés à la tautologie de l'information en continu qui ont ruiné la confiance. La dernière confiance qui existait, c'était dans la science. Les politiques, c'était fini, les médiatiques, c'était fini, les profs, il fallait voir, enfin, nos étudiants à la rigueur, mais après, ça devenait compliqué, ou seulement dans des émissions bordées où on est dans la connaissance et rien d'autre. Là, ils ont réussi à suicider la science, les uns les autres, sur les chaînes d'information en continu, et ils ont créé cette réaction anti-solution, anti-prévention, anti-adaptation entre, voilà. Et du coup, on a eu un gouvernement à la godille, entre zéro Covid, tout le Covid, pas le Covid, on ferme, on rouvre, oh mon Dieu, il va se passer quelque chose, et un drame. L'incompréhension culturelle de ce que c'est qu'un asymptomatique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne semble pas malade mais qui contamine beaucoup, ça on ne comprend pas ce que c'est, et l'exponentiel. Nous, on est un pays de proportionnel, on a rationalisé la proportionnalité, l'exponentiel, on ne comprend pas ce que c'est, et on ne comprend pas surtout le fait que ça puisse faire comme ça. Ça, c'est pas normal. Nous, on sait faire comme ça, et ça nous paraît très bien. Et du coup, on est toujours en retard de 3 semaines surtout, puisqu'on a l'impression aujourd'hui de découvrir que la pandémie augmente ou baisse, alors qu'en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui date d'il y a 3 semaines, comme si on était en communication avec la planète Mars. Absolument fascinant. Comment vivre au temps du coronavirus, un manuel pour comprendre et résister, et une source documentaire, voilà, pour la première fois rassemblée, l'ensemble des documents, et vous avez évoqué, y compris le rapport de Didier Raoult de 2003, mais aussi tous les films, la science-fiction qui nous annonçait les pandémies. Absolument. Merci Alain Bauer.